Mes plus sincères salutations à vous tous, à vous, messieurs, dames les jurés, opposants et témoins. Qui suis-je? Permettez-moi de me présenter sous l'angle le plus vaste. Étudiante, obstinée, spectatrice du monde et peut-être bientôt victime d'une catastrophe mondiale. Parole plutôt pessimiste, acrimonieuse, j'en ai bien conscience, mais affirmation réaliste à tout aspect. Qui d'entre nous n'a pas ressenti les prémices d'une troisième guerre mondiale? Qui d'entre vous tous n'a aucune appréhension pour le futur? Chers gens, la plupart d'entre nous est pris de panique à la vue d'un insecte. Mais alors, si votre maison se fait envahir par la plus immonde des bêtes, resterez-vous là, meublé immobile, hébète et naïf, faible et ignorant? Laissez-moi vous faire un dessin plus édifiant afin que vous puissiez, comme moi, être conscient de la gravité de la situation. Ici, le monstre ou la bête en elle-même n'est que le xénophobe Donald Trump. Et la maison en ruine dont il est question n'est autre que notre monde. Oui, chers gens, vous êtes, vous, comme moi, victimes. Mais le plus malheureux dans cette histoire cauchemardesque est que vous regardez votre maison s'anéantir avec le plus grand des calmes et le plus étrange. Donald Trump, ce businessman homme de pouvoir, va allumer l'étincelle, source de flammes violentes et brûlantes qui se propageront pour ainsi devenir le plus grand incendie que le monde n'aura jamais connu. Allez-vous me demander pourquoi tant de discrimination? Alors voilà, je vous répondrai d'avance. Trump, ou encore la bête, vient d'alarmer la population et déclencher une vague d'extrémisme. Certes, nous vivons déjà menés par ce phénomène attristant, mais est-ce que l'accentuer ne créerait aucun dommage? À vous de voir. Et si vivre sous l'influence jusqu'au boutiste, d'être la proie d'une menace vivante, ne suscite en vous aucun symptôme d'inquiétude? Je lève ma main droite et jure de me taire à jamais. Sachez, mesdames et messieurs, qu'il est normal d'être inquiet face à ce que nous allons vivre. Nous allons vivre d'énormes souffrances, encore plus énormes que celles précédentes ou celles actuelles, si, et seulement si, Donald gagne aux élections. Il est l'extrémisme de ce qu'on juge d'extrémisme. Chers gens, si ce Donald Trump gagne, beaucoup de nous perdront, si je ne puis dire que nous tous perdons. Car la majorité d'entre nous sait que si les États-Unis éternuent, c'est le monde entier qui s'enrhume. Elle influence toute décision prise à l'échelle planétaire et que c'était l'incarnation du pouvoir. Alors imaginez, ou essayez d'imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, l'extrémisme, de l'extrémisme à la tête du pouvoir. Dur à y songer, dur à y penser, dur à se l'imaginer, mais surtout, dur à pouvoir le vivre et le supporter. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chère et aimable assistance, bonjour. Permettez-nous de prime abord d'exprimer notre gratitude pour cette occasion qui nous est offerte, pour faire part à un débat d'échange qui sera certainement constructif, fructueux de par l'importance qu'il revêt. En effet, l'enjeu est de taille, même outre-Atlantique. Les élections américaines sont loin d'être un fait divers. Le monde entier a les yeux fixés aujourd'hui même sur ce pays puissant, présent partout dans le monde, et s'interroge sur les éventuelles conséquences de l'élection du candidat au bureau ovale. D'un côté, Hillary Clinton, bien entendu, ex-secrétaire ex-First Lady durant le mandat de son mari Bill Clinton, ex-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, figure emblématique de l'idéologie du Parti démocrate. De l'autre côté, Donald Trump, le républicain, l'homme d'affaires aux sorties houleuses, dont les propos ne passent pas inaperçus. De cet effet, il y a lieu de signaler que la position que nous défendons aujourd'hui consiste à soutenir que malgré les apparences, le candidat Donald Trump n'a pas l'intention de semer la panique au sein de l'opinion américaine et internationale, ni de provoquer la montée et l'expansion de l'extrémisme au monde. Toutefois, il convient de rappeler que dans le cas de Trump, nous ne pouvons parler que d'intention d'action, puisqu'il ne s'agit que d'un candidat à la présidence. Dans un pays démocratique, chaque candidat fait de son mieux pour convaincre ses partisans. Toutes les armes décentes sont autorisées. C'est une guerre rhétorique avant d'être politique. Les propos extravagants, souvent controversés de Donald Trump, ne peuvent être interprétés autrement que du carburant
qui alimente sa campagne présidentielle, tandis que Clinton a déjà fait ses preuves sur la scène politique lorsqu'elle était au règne du ministère des Affaires étrangères durant le mandat de Barack Obama. Que ce soit dans le dossier ukrainien, libyen ou syrien, ou même en ce qui concerne le Sahara marocain, Hillary Clinton ne s'est fait pas des amis. Chers camarades, notre tâche aujourd'hui s'annonce difficile, car nous parlerons en termes pronostiques d'invention, mais également de faits. Mais nous vous montrerons donc, chers opposants, preuve à l'appui que l'élection du candidat républicain à la tête de la Maison-Blanche est une opportunité inespérée, non seulement pour la prospérité des Américains, mais pour l'établissement de la paix dans le monde entier. Merci. Nous n'avons pas dit, mesdames et messieurs, que Hillary est mieux que Trump. D'ailleurs, notre sujet est Trump et la montée de l'extrémisme. Hillary n'a aucune hauteur de sujet. Merci. Mesdames et messieurs, très chers opposants, honorables jurés, monsieur le directeur, bonjour. Nous parlons d'extrémisme, mais déjà, qu'est-ce qu'un extrémiste ? Un extrémiste est quelqu'un qui veut un changement total de la société et qui veut que ce changement s'effectue par la peur, la violence ou même la torture, c'est-à-dire en dehors de la voie parlementaire. Vous allez sûrement nous dire qu'il peut arriver à un extrémiste de se présenter aux élections présidentielles. Mais ce n'est pas pour arriver au pouvoir par la voie électorale, oh que non. C'est pour un sondage grandeur nature, pour accéder aux médias, voire même pour bénéficier des subventions liées à un bon score. Au mieux, un extrémiste peut dire « si je fais 20% de ce que je dis », ce qui n'arrive jamais bien entendu. Ou bien il pourrait dire « je pourrais enclencher un processus révolutionnaire qui mènera à la révolution ». Et qu'est-ce qu'une révolution ? Techniquement, c'est un coup de force. Parlons ensuite des effets néfastes de l'extrémisme, du racisme et de l'antisémitisme qui s'apparaissent souvent dans les délits de propagande et les démonstrations, mais également dans une manière subtile qu'est le racisme du quotidien, les insultes et les discriminations, ou par une manière offensive qu'est l'attaque physique, les incendies criminels ou les tentatives d'assassinat. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, que l'effacement de l'extrémisme, du racisme et de l'hostilité contre la démocratie reste une tâche à long terme sur le plan sociopolitique. Merci. Chers opposants, vous venez de dire que Donald Trump pourrait détruire votre maison. Alors, je tiens à vous informer que Donald Trump est l'un des 2 grands finalistes des présidentielles de 2017 et que des millions de gens lui ont fait confiance. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Depuis le début de la campagne présidentielle et électorale, Donald Trump ne cesse d'adresser ses messages de bienveillance au président russe Poutine, qui lui aussi affirme que Donald Trump est le président que l'Amérique mérite et que s'il est élu, il aura tout son soutien. Mais dites-moi, une alliance entre les États-Unis et la Russie serait un mauvais scénario ? J'en doute fort, car depuis qu'il a prêté serment, Barack Obama assure qu'il entamait des négociations avec la Russie dans le but d'éradiquer le terrorisme dans le monde. Alors devinez quoi ? Ces soi-disant négociations étaient feintes. Barack Obama, le régime de Barack Obama, ne pourra jamais négocier ne serait-ce qu'un infime traité avec les Russes. Et ce, pourquoi ? Parce que les démocrates ont depuis la nuit des temps une rivalité presque paranoïaque avec les Russes. Mais tout cela pourrait changer avec l'arrivée du sauveur Trump, qui lui entamera sûrement de vraies négociations avec les Russes. Il l'a dit lui-même, je cite, « Si on y réfléchit plus d'une fois, ne serait-ce pas une bonne chose de bien s'entendre avec les Russes ? Comme ça, on pourrait se débarrasser de Daesh. » Fin de citation. Chère audience, vous l'avez entendu de vos propres oreilles.
Donald Trump, cet homme intelligent et pragmatique, prévoit de faire d'une pierre deux coups. Primo, s'allier à la Russie et gagner un allié extrêmement fort dans tous les domaines. Secondo, exterminer l'une des figures du terrorisme les plus dévastatrices au monde, Daesh. Notre roi l'a lui-même compris et l'a lui-même démontré lors de sa dernière visite à Moscou. Il vaut mieux avoir la Russie dans sa poche plutôt que derrière son dos. Ce n'est qu'avec les Russes que l'on peut exterminer Daesh, que l'on peut mettre Daesh à genoux et mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme dans la région. Clinton, il a déjà eu sa chance, mais s'est obstiné à refuser la main tendue par Moscou dans la même perspective. C'est donc Trump, l'homme de la situation. Merci. Mesdames et messieurs, honorable jury, monsieur le directeur, bonjour. Il est vrai que de nos jours, Donald Trump est devenu quelqu'un d'important. Il est devenu un symbole, le symbole de l'extrémisme en premier lieu, mais ce grossier personnage est aussi l'allégorie du racisme moderne. Et il est aussi vrai qu'une confrontation entre Trump et Hillary n'est pas une confrontation qui fait rêver. Le premier islamophobe raciste confronte la candidate accusée de trahison. Cette confrontation est due au bipartisme qui n'aurait pas existé si cela n'était à cause de la faiblesse des médias. Ces médias nous font croire que les États-Unis n'ont que deux choix et que le seul argument pour voter pour l'un est que l'autre soit pire. Mesdames et messieurs, les médias ont un pouvoir énorme de nous influencer et même de nous diriger vers une calamité planétaire, tel est le cas aux États-Unis. Donc, pour résumer le tout, Donald Trump ne fera que mettre en place une politique dont les principaux piliers seront le racisme, le sexisme et surtout l'extrémisme. Merde. Désolée. Non J'ai fini. Monsieur le directeur, honorable jury, aimable assistance, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous éclaircir les choses et vous montrer, cher opposant, que vous avez tort. Depuis qu'il s'est lancé dans la course à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas cessé d'affirmer son opposition à la guerre en Irak. En mars 2003, ainsi lors d'un débat en Caroline du Sud, il déclare, je cite, « Je suis le seul dans cette scène à avoir dit « N'allez pas en Irak, n'attaquez pas l'Irak, vous allez déstabiliser le Moyen-Orient. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Fin de citation. Plus d'une décennie plus tard, la situation en Irak lui donne malheureusement raison. En 2010, le site Wikileaks publie près de 400 000 documents secrets de l'armée américaine et qui révèlent que les Américains ont torturé les prisonniers irakiens. On parle ici de plus de 109 000 morts, non seulement de 77, comme l'affirment les Américains. Et parmi les victimes, plus de 60%, ce sont des civils. Madame Hillary Clinton, alors secrétaire des États-Unis, refuse d'entrer dans les détails de ces révélations. Et condamne, tenez-vous bien, à la fuite de tous les documents pouvant mettre en danger la vie des civils et des soldats des États-Unis. Quel humanisme! Quelle leçon de civilisation pour nous, autres pays du Sud? Le sang d'un Américain, alors, aurait plus de valeur qu'un autre sang irakien, afghan ou même d'un Marocain. N'est-ce pas le même sang humain? N'est-ce pas le même chagrin? N'est-ce pas le même malheur? N'est-ce pas le même crime? Imaginez, chère audience, la frustration de voir les vôtres massacrés par l'occupant. Figurez votre fureur quand votre patriote de voir un ennemi face à vous, un ennemi non seulement puissant mais hypocrite, malhonnête et pervers. Ressentez votre rage quand votre patriote séquestré aux prisons, la tristement prison d'Abu Ghraib, qui sont physiquement et sexuellement abusés, torturés, violés et exécutés par les militaires de l'armée américaine et des agents de CIA. Dans l'impunité la plus totale. C'est ce genre d'injustice et d'exaction chez audience qui conduit à l'extrémisme. Et c'est exactement ce que Trump promet d'arrêter. Et merci. Très chère audience, honorables membres du jury,
Monsieur le directeur, bonjour. Il est nécessaire que nous nous posions une des questions les plus fondamentales, celle qui ne cesse de se poser et de s'imposer, et je cite, « Pourquoi pensons-nous que Donald Trump fera preuve d'extrémisme au monde ?» Une question certes exigeant un tas de réflexion, mais dont la réponse est bien claire et évidente. Vous me demanderez alors pourquoi tant de confiance. Je vous répondrai simplement parce que nous nous sommes basés, pour vous convaincre, sur la simple évocation d'anciens mandats présidentiels, de républicains qui ont été aussi extrémistes par leurs idées ainsi qu'intentions qu'un certain nommé Donald Trump. Soit simplement la pure réincarnation de Bush et de Nixon, deux principaux acteurs d'ineptes expériences qui peuvent être facilement calquées sur une future minable, atroce mais encore dangereuse si jamais le monde opte pour l'élection de Donald Trump. Commençons tout d'abord par la plus ancienne, celle du fameux Richard Nixon, et qui, en pleine campagne pour sa réélection, défendait librement les bombardements extrêmement violents qu'il avait commis au Vietnam. Mesdames et messieurs, il a pu, et grâce à son extrémisme, étendre les hostilités aux pays voisins. Chose qui explique simplement qu'il avait un but encore plus élevé, c'est d'influencer le monde entier par cette guerre. Où les Vietnamiens ont perdu plus de 3,8 millions de civils et de militaires, soit plus de 8% de la population totale du Vietnam. Et les Américains, plus de 58 000 soldats, créant chez la population américaine ce qu'on appelle par le syndrome de l'Irak. Quant à l'opinion publique mondiale, elle a complètement changé de perspective vis-à-vis des États-Unis. De plus, Nixon était le premier, notez bien, à être viré pendant son mandat, chose qui était à la tête d'un des plus grands scandales qu'a vécu la politique américaine. Et si vous n'êtes pas encore convaincu par les effets néfastes de l'extrémisme, chose qui m'étonnerait, parlons un peu de Bush, qui a sali par son extrémisme la réputation de tout un pays vis-à-vis du monde. Commençant par sa mauvaise interprétation des attentats terroristes du 11 septembre, arrivant à la fâcheuse guerre de l'Irak et de l'Afghanistan. Prétendons, mesdames et messieurs, que ces derniers appartenaient à l'axe du mal. Les prochains gouvernements auront besoin d'au moins 30 ans pour corriger les erreurs commises par Bush. Néanmoins, ils ne pourront par aucun moyen ramener à la vie les dizaines de milliers d'Irakiens et d'Afghans. Très chers opposants, ce dernier ne s'est même pas obstiné sur ceci, mais il promettait la propagation de la guerre sur d'autres pays. Peut-on dire, comme le laisse supposer cette affirmation, que la politique de Donald Trump constitue réellement une continuité des idées et des pratiques de ses prédécesseurs républicains ? Très chers opposants, éveillez-vous, car il est plus clair que jamais qu'avec l'élection de Donald Trump, l'histoire dont les fâcheuses conséquences subsistent toujours ne fera que se reproduire et engendrera certainement des dégâts sur l'échelle planétaire. Merci. Chers opposants, c'est vrai que les médias sont trompeuses. C'est vrai qu'ils fixent leur regard sur Donald Trump et ils essayent de lui donner une mauvaise image. Honorable jury, aimable assistance, bonjour. Donald Trump ne doit point être considéré comme un extrémiste, tout simplement parce qu'il est contre l'establishment. Saviez-vous d'abord ce qu'est l'establishment ? Permettez-moi de vous le rappeler, juste au cas où. L'establishment désigne une minorité sociale exerçant un puissant contrôle et pilotant la société selon ses intérêts et selon ses conceptions. Cela pourrait très bien se traduire par un certain lobby économique, mais aussi politique. L'establishment contrôle les principales organisations publiques et privées du pays, ne laissant aucun pouvoir aux décideurs politiques. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de s'y opposer, on le traite de tous les noms. Comme mon camarade l'a déjà mentionné, Donald Trump a montré qu'il souhaitait une réconciliation avec la Russie, ce qui entraînera certainement des changements au niveau de l'échiquier économique et financier dans le monde. Parce que pour ces oligarques, l'ordre mondial existant, que ce soit la relation entre les deux pays ou la situation au Moyen et au Proche-Orient, leur assure un business solide et stable. Et l'establishment américain est vraiment impitoyable. Je souligne bien impitoyable, il ne cédera pas facilement. C'est pour cela qu'on traite Donald Trump de raciste, de sexiste, de xénophobe, de personne mentalement déficiente. Or, non seulement on essaye de le discréditer, on a même essayé de le tuer, de l'éliminer physiquement.
C'est ce qui est arrivé en fait le 18 juin dernier à Las Vegas, lorsqu'un jeune Britannique de 19 ans, Michael Sanford, a essayé de l'assassiner lors d'un meeting. Je pense que tout le monde connaît l'histoire parce que ça a fait un vrai buzz. Il serait très intéressant ainsi de signaler que dans le rapport, les services russes de renseignement disent qu'ils ont réussi d'établir des liens indéniables entre Michael Sanford et la CIA. Et qui dit CIA dit Establishment. Pour finir, la présidence de Trump, ne le cachons pas, serait très bénéfique pour notre pays. Premièrement, Donald Trump a une très bonne impression sur le Maroc, où il compte... Oui. Où il compte plusieurs amis, ce qui signifie son épanouissement et son ouverture sur le monde. Deuxièmement, Trump l'a déjà affirmé, il considère le Polisario comme étant une organisation terroriste. Je cite. Le Polisario n'est qu'un ramassis de terroristes manipulés par de personnes mauvaises. Fin de citation. Dans ce sens, il ne trouve pas de différence entre Daesh et le Polisario qui veut déstabiliser la région et porter atteinte aux intérêts du Maroc. Cet homme d'affaires fortuné, ce négociateur chevronné, ce success story est sûrement ce que tout médecin sensé pourrait conseiller aux États-Unis. Merci. Chers opposants, un ou deux éléments, peut-être bons, n'empêchent pas le tout d'être médiocre. Et je pense que, vu votre équipe, vous en avez l'expérience. Mesdames et messieurs, quel que soit le vainqueur de ces élections présidentielles, les conséquences seront relativement les mêmes, tout en étant relativement différentes. Et c'est cette différence minimale qui fera prendre au monde une tournure irréversible, surtout de nos jours où l'extrémisme se propage dangereusement à travers le monde. Laissez-moi vous éclaircir mon idée. Donald Trump est jusqu'à maintenant le plus qualifié pour être la goutte d'eau qui fera déborder le vase, ce sombre vase d'extrémisme et de chaos. Parmi tous ses propos machistes et racistes, le milliardaire américain estime que l'administration Obama ne s'est pas montrée assez offensive. Personne ne sera plus dur que moi sur l'État islamique. Personne. Voici, juste pour vous, une petite partie de son discours lorsqu'on lui a demandé quelle stratégie il adopterait une fois président. Il ne s'est toutefois pas montré particulièrement précis sur ce sujet, mais a clamé qu'il fera en sorte que l'intervention militaire menée par l'armée américaine soit plus efficace. Il a également proposé de s'en prendre militairement aux familles des membres de Daesh afin de susciter la peur chez eux. Stratégie qui pourrait, toutefois bien sûr, si elle est appliquée, se transformer en crime de guerre. Et bien sûr, il ne s'arrête pas là. Il va même jusqu'à interdire aux musulmans l'entrée au territoire américain, qu'ils soient touristes, étudiants ou même résidents, sans compter le fait qu'il s'engage à pilonner l'État islamique en Irak. En particulier, les puits de pétrole dans ce dernier s'est accaparé afin de priver les organisations terroristes des revenus. Mais également en Syrie, en affirmant qu'il laissera la tâche au gouvernement syrien de lutter contre l'État islamique. Sans oublier le fait qu'il compte répandre à la technique d'interrogation si controversée sous le nom de torture par la noyade, en affirmant que celle-ci est loin d'être assez sévère. Il a également affirmé aux électeurs que la torture, ça marche. Il a aussi dit, mesdames et messieurs, qu'une fois président, il prendra en charge la prison américaine de Guantanamo Bay à Cuba et y enverrait plus de sales types. Et je vous fais grâce, mesdames et messieurs, de tous les autres fameux projets qu'il a en tête. Merci. Pardon, chers opposants, mais nous ne sommes point ici pour insulter les équipes. Traiter une équipe de médiocre, ça reflète votre niveau. Pardon. En homme d'affaires averti, Donald Trump a plus d'un tour dans son sac. Il ne s'avouera jamais vaincu, malgré toutes les critiques qui rôdent autour de lui. Cet homme a un charisme fou et hors du commun, et vous le savez déjà tous.
Avec son expérience dans le monde des affaires, avec son pragmatisme et ses connaissances dans le monde, Donald Trump a le potentiel pour faire cesser tout ce remue-ménage qui se passe un peu partout dans le monde. Et par remue-ménage, je veux dire tout cet extrémisme et tout ce terrorisme. Franchement, vous tous ici présents, pas en tant que Marocains, ni en tant que musulmans, n'avez-vous jamais rêvé d'un monde où toutes ces folies meurtrières qui se passent un peu partout sur la planète au nom de l'islam cessent? Que tout ce radicalisme et ce nombrilisme religieux et tribal s'arrêtent? N'avez-vous jamais pensé pour ces pauvres femmes et ces pauvres enfants qui vivent dans des pays déchirés par des guerres fratricides, d'un jour de paix et de sécurité, qui, comme vous un jour, ouvriront leurs portes, prendront une bonne gorgée d'air et s'en iront au travail ou à l'école, sans aucune crainte ni peur? Oui, je vous vois venir. Vous allez dire que ce monde est bien trop parfait, impossible à réaliser. Eh bien, figurez-vous que c'est des hommes de la trempe d'un certain Trump qu'on y arrivera. Trump, qui, je le dis et le redis, va nous être d'un grand secours dans cette tâche que certains qualifient d'utopiste, en se chargeant de ce qui est juste et ce qui doit être fait. Détrompez-vous, chers camarades. Je ne suis pas américain, ça se voit, et comme vous le savez tous, mon discours n'est pas une propagande électorale pour Trump, mais je suis certain, convaincu d'une chose. D'ailleurs, vous le savez mieux que moi. Et cette chose est l'élection de Donald Trump au présidentiel de 2017 n'engendrera pas une hausse de l'extrémisme, mais possiblement une fin à l'extrémisme. Merci. Chers opposants, c'est vos arguments qu'on a traités de médiocres, non pas votre équipe. Et comme a dit le très célèbre Gandhi, je cite, « La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. » Fin de citation. Trump a promis de très très belles choses aux Américains. Il leur a promis la paix, l'ordre, la sécurité et aussi un développement économique énorme. Et il n'a rien exigé en contrepartie. Rien, à part le fait de bafouer des principes moraux de tolérance, d'égalité et de justice qui ont fait la grandeur des États-Unis. Des principes pour lesquels Martin Luther King, Abraham Lincoln et John Kennedy se sont sacrifiés. La disparition de ces principes moraux sera une transformation radicale des États-Unis, car ce ne sera plus le pays de rêve, mais tout le pays se verra sombrer dans une époque où règne la discrimination et le chaos. Tout le monde a entendu les propos choquants de Trump pendant toute sa campagne présidentielle. L'un des propos qui m'a le plus choqué est la guerre commerciale dans laquelle il compte se lancer avec la Chine. Et oui, la Chine figure dans au moins le top 3 des grandes obsessions de Trump. Depuis le début de sa campagne présidentielle, le candidat républicain multiplie les petites phrases acerbes et provocations xénophobes contre Pékin et prévient de transformer radicalement les relations économiques de la Chine et des États-Unis. Imaginez donc la Chine, créancier du monde, et les États-Unis, débiteurs du monde, en guerre. L'indépendance économique entre les deux pays les pousse à la coopération. Mais pour l'homme politique qu'est Donald Trump, l'Amérique est un ennemi des États-Unis. Par contre, en étant homme d'affaires, Donald Trump tend les bras à la deuxième puissance économique mondiale. Revenons à son programme électoral, programme dans lequel il annonce son intention de renégocier un à un tous les accords économiques avec les partenaires étrangers et notamment la Chine. Il se lancerait, comme je l'ai dit précédemment, dans une véritable guerre commerciale. Seulement une semaine avant que la COP22 ne commence ici même à Marrakech, le négociateur chinois pour la lutte contre le réchauffement climatique avait vivement critiqué la position du candidat républicain à la Maison-Blanche. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Tout simplement parce que d'après Trump, ce sont les Chinois qui ont créé le réchauffement climatique. Et contrairement à ce que tout le monde pensait constate, lui, il pense que la Terre est en train de geler. Mais en fait, ce qui irrite le plus Trump, c'est la balance commerciale inégale que les États-Unis entretiennent avec la Chine. En 2015, le déficit commercial s'élevait à 365,7 milliards de dollars. Et donc, il affirma lors d'une réunion avec le New York Times qu'il imposerait une taxe de 45% sur tous les produits provenant de Chine pour remédier à ce problème.
En mars dernier, l'un des organes de presse du Parti communiste chinois n'a pas mâché ses mots en accusant Trump d'être un raciste, le mettant en parallèle avec Hitler et Mussolini, ces extrémistes arrivés au pouvoir par le vote. Mis à part la Chine, Donald Trump a de nombreux problèmes avec bien d'autres pays. Il accuse l'Iran de retarder une entente nucléaire tout en faisant de mauvaises choses. Il dit que l'Arabie saoudite devrait être en train de payer les États-Unis pour la protection qu'ils lui offrent, ou encore que le Mexique envoie aux États-Unis des tueurs, des dealers, des criminels, etc. En fin de compte, c'est le monde entier qui est touché par les propos extrémistes, racistes et sexistes que tient Trump. Donc sa montée au pouvoir ne fera qu'engendrer une hausse de l'extrémisme à travers tout le monde. Ce fléau se répandra partout, comme a été le cas de la grippe espagnole, pas très loin en 1918. Mesdames et messieurs, le monde doit se ressaisir, car une fois Trump au pouvoir, il sera bel et bien trop tard. Merci. Cher opposant, vous avez mentionné tout à l'heure que l'impulsion des Américains et des sans-papiers des États-Unis conduirait à l'extrémisme. Mais permettez-moi tout d'abord de vous dire que la Constitution américaine interdit de toucher des droits des civils sur base de la religion. Et deuxièmement, les raisons économiques ne permettent pas de consacrer tout le budget américain afin d'expulser tous les Américains. Ça reste du bluff électoral et ça ne va jamais se réaliser. Je passe. Le candidat républicain Donald Trump établit une stratégie très claire en matière de lutte contre les riches et pour régler le conflit en Syrie qui a des répercussions sur l'échelle planétaire. Avec des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés en fuite, en fait, Trump estime que l'administration Obama ne se montre pas aussi offensive et que personne ne sera plus dur que Donald Trump sur les riches. Personne. Avait-il ainsi lancé quand on lui a demandé quelle stratégie il adopterait? Il a clamé qu'il ferait en sorte que l'intervention militaire menée par l'armée américaine soit plus offensive et claire et efficace. Il souhaite notamment convoquer une conférence internationale pour mettre fin à ce conflit. Trump accuse le président Obama et Hillary Clinton, sa secrétaire, d'avoir créé le vide qui a permis au terrorisme et au extrémisme de se prospérer. La montée en puissance du groupe État islamique est le résultat direct des décisions faites par Obama et sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, avait-il ainsi dit, concernant les pays où sévit l'extrémisme. Aujourd'hui, entre autres, la Libye, la Syrie et l'Égypte, il a souligné ces trois pays en étant stables avant l'arrivée du pouvoir de Obama. Il rappelle que lui n'avait pas soutenu les interventions en Libye. En 2011, il déclare, je cite, « Je n'ai pas dit que la Libye, moi en faveur d'intervention, aurait tellement moins de problèmes si le Kadhafi était en pouvoir en ce moment. » Car ce n'est pas le cas. Mais regardez qu'est-ce qu'on a à la place. Et d'ajouter, Saddam Hussein était un méchant, mais vous savez quoi? Il tuait les terroristes. C'était des terroristes terminés. Maintenant, l'Irak est le Harvard du terrorisme. Après toutes ces bonnes intentions, chers opposants, on peut parler dans l'état actuel de choses que d'intentions. Dire que la victoire de Donald Trump conduirait à l'extrémisme. Cependant, ce candidat républicain essaie de lutter contre terrorisme, extrémisme et toutes sortes de foyers malsains dans le monde. Ça sera vraiment nier l'existence du soleil, mais au plein jour. Merci. Chers opposants, vous nous fatiguez un peu parce que là, on a l'impression de stagner, mais c'est pas grave. Je reprends pour vous la question de ma camarade parce qu'apparemment, vous persistez dans l'ignorance et l'absurde en vous demandant encore si les agissements de Trump conduiraient à une montée de l'extrémisme à l'échelle planétaire. Je vous accorde alors la riposte la plus simple. Donner les manettes de la première puissance économique et militaire mondiale à un chauvin xénophobe comme Trump conduirait non pas à une montée d'extrémisme à l'échelle planétaire, mais à une xénophobie cosmique. Pire encore. Messieurs, dames, on se souviendra toujours du discours de Donald Trump à la Convention républicaine de Cleveland comme l'un des morceaux les plus effrayants de la rhétorique politique des États-Unis. Il est impossible de ne pas y entendre les échos et les stratégies des pires leaders que le monde ait connus. Et je me suis toujours demandé comment s'explique la popularité de Trump malgré son court parcours politique. Enfin, s'il en a réellement un. La réponse est visible. Il use du meilleur moyen de persuasion,
La peur, terrorisme, attentats répétitifs, montée en puissance de l'État islamique, et devant une telle myriade de problèmes, la raison se voit rapidement corrompue. Nous perdons tout sens commun. La peur a guidé leurs actions et détresse, ils se sont tournés vers Donald Trump. Un homme blanc, milliardaire, hétérosexuel, chrétien, qui pense que le système américain est contre lui. L'ironie dans toute sa splendeur. Messieurs, dames, Trump a en fait un seul message aux Américains. Ayez peur, vous êtes sous la menace de forces mauvaises, à l'intérieur comme à l'extérieur, et je suis la seule personne capable de vous sauver. Il a même martelé 13 fois qu'il allait protéger les Américains et la manière américaine de vivre. Et tous ces mensonges me rappellent une fameuse citation de Socrate, et je cite, « C'est comme cela qu'un tyran apparaît, comme un protecteur. » Fin de citation. Et la tyrannie, pour Socrate, est une excroissance de l'économie. Assez contradictoire avec le système américain, non? Vous ne trouvez pas? Le jeu de Trump, en fait, se joue pour dépeindre un monde terrifiant dans lequel les Américains de souche ont désespérément besoin de protection. Mais ce n'est pas du tout le cas. Car malgré les statistiques trompeuses que Trump a utilisées dans son discours d'investiture, le taux de criminalité est vachement plus faible que dans le passé. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'État islamique non plus. Vous savez pourquoi? Car même après le massacre de 49 personnes à Orlando, il est fort probable que plus d'Américains seront tués par des piqûres d'abeilles en 2016 que par le terrorisme. Néanmoins, toute personne, messieurs, dames, qui ignore le passé et l'histoire peut être vraiment inquiète qu'une partie importante de la population puisse désigner un président comme Trump. Hegel, philosophe allemand, a dit il y a 200 ans, et je cite, « L'expérience et l'histoire nous enseignent ceci. Les gens et le gouvernement n'ont jamais rien appris de l'histoire. » Fin de citation. Merci. Chers opposants, même le ministre mexicain a affirmé que plus de 63 milliards de dollars sont générés chaque année par le trafic de drogue aux États-Unis. Tout cela, c'est à cause du Mexique et la Colombie qui produisent de la drogue dans ce pays. Alors, il ne fait que protéger les États-Unis. Comme nous touchons au terme de ce débat, j'estime qu'une petite mise au point s'impose. Comme vous le savez sans doute, plus de 170 ans, le système américain politique est biparti. Un candidat à la présidence américaine ne peut donc être que républicain comme Donald Trump ou démocrate comme Hillary Clinton. Sachant que ces deux partis ont des idéologies très différentes. L'un des principes de base des démocrates est l'ingérence dans les affaires des autres pays, à travers des interventions militaires pour renverser un régime, en instaurer un autre ou mettre la main sur des ressources naturelles alléchantes. Tout cela sans aucune considération, bien sûr, aux intérêts internes des populations locales. Et en ce temps après, on commence à parler de la montée de l'extrémisme. La montée de l'extrémisme, mesdames et messieurs, n'a qu'une seule racine. L'injustice et l'humiliation. Je répète, l'injustice et l'humiliation. Mais voyons un peu quelques exemples. Au début du 19e siècle, Andrew Jackson, premier président démocrate, ordonne la déportation simple et pure des populations indiennes à l'ouest de Mississippi et encourage l'esclavage des Noirs. Lyndon Johnson, autre démocrate, intervient militairement au Vietnam en faisant des centaines de milliers de victimes civiles, tous des innocents. Bill Clinton, démocrate aussi, mène son mandat de l'ONU, l'opération Renard du désert en Irak, fin 1998, qui fera en 3 jours, mesdames et messieurs, plus de 2000 victimes, tous des civils. On voit bien, mesdames et messieurs, qui est à l'origine de la montée de l'extrémisme dans le monde. Donald Trump, lui, il ne fait que... Merci. Je m'oppose à la violence.
Parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. Mesdames et messieurs, ces paroles ne sont autres que celles du très fameux et révolutionnaire Mohandas Gandhi. Très chers opposants, le concept de l'extrémisme nous renvoie à penser que ni la guerre et ni la violence n'ont jamais remédié aux choses. Et si vous pensez que faire de la force son principal cheval de bataille, alors permettez-moi de vous dire que vous aviez tout à fait tort. Et pour l'anecdote, permettez-moi de vous rappeler que Donald Trump n'a même pas réussi à avoir une stabilité familiale, vu qu'il avait eu 3 épouses successives. Alors, ne vous attendez certainement pas à ce qu'il stabilise tout un pays. Et alors, au-delà de ce que nous débattons en cet honorable établissement, et au-delà de ce qui va gagner ou perdre dans ce débat, nous voulons, et par le biais de ce sujet, suscitant tant de principes, transmettre un message de paix au monde entier. Un message d'ailleurs magnifiquement interprété par le fameux John Lennon dans sa chanson Imagine, et qui est devenu un hymne international à la paix, à travers des paroles que nombre d'entre nous connaissent par cœur, et qui se résument en imaginant un monde sans guerre et sans frontières, ainsi qui nous invite à méditer sur ce que serait un monde meilleur, et alors à bas l'extrémisme sous toutes les formes dont il se manifeste. Luttons tous contre ce phénomène désastreux et mettons fin à toute personne essayant de nous convaincre par ses idées extrémistes. Merci.